Si pour les grandes décisions de ta vie, tu penses qu'un choix rationnel, pris à froid, avec du recul, de la réflexion et beaucoup d'informations, est meilleur qu'un choix basé sur l'instinct, fait à chaud et très rapidement, alors tu prendras les pires décisions de ta vie. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un problème qui était le suivant, c'est que la vidéo que j'avais prise n'a plus de son. Donc quand je la fais passer sur la piste de montage, elle n'a plus de son. Allez savoir pourquoi. Si quelqu'un d'ailleurs sait pourquoi, qu'il me le dise dans les commentaires, de sorte que je puisse régler le problème. En attendant, j'ai décidé donc de refaire le résumé. Le fait que si vous prenez des décisions rationnelles et pas des décisions qui viennent de votre instinct, vous allez prendre de mauvaises décisions. Eh bien, Malcolm Gladwell illustre ça avec l'histoire de Le Getty. Le Getty, c'est un critique et acheteur d'art. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a acquis une statue qui était très convoitée. Il y en a peu d'exemplaires dans le monde. C'était une statue de la Grèce ancienne qui représentait un homme. La statue qu'il venait d'acquérir s'appelle un kouros. En grec ancien, ça veut dire jeune homme. C'est une statue de jeune homme qui date de la période grecque de moins 650 à moins 500. Et pendant 14 mois, il a fait toutes les analyses possibles et imaginables. Il a daté avec le carbone 14. Il a demandé l'avis d'experts sur le matériel. Il a remonté les générations et les générations d'avant des personnes qui l'avaient possédé et tout concordait, tout fonctionnait. La veille donc de l'achat proprement dit, il appelle un de ses amis qui étaient des critiques et connaisseurs, fins connaisseurs d'art. Il leur demande, voilà ton avis sur la statue. Et puis ils viennent, ils soulèvent le voile de la statue, les amis regardent et au bout de quelques secondes, ils froncent des sourcils et disent « Si tu as acheté cette statue, revends-la tout de suite. » Tous ont dit ça. Tous ses amis, qui étaient des experts dans ce domaine-là, ont dit « Non, c'est pas possible. Cette statue n'est pas un authentique. » On s'est aperçu par la suite que cette statue n'était effectivement pas authentique. On s'est aperçu que les personnes qui possédaient la statue étaient en fait, n'existaient pas, appartenaient à des comptes en banque qui avaient été falsifiés. On avait simplement revêti la statue d'un matériel qui permettait de faire croire qu'elle était datée de moins 650 alors qu'elle datait de l'époque dans laquelle on vit. C'était donc un faux. Et des mois de recherche n'ont pas permis de prouver que c'était un faux. Alors que une décision prise à chaud en quelques secondes a permis de déterminer que c'était un faux alors qu'il n'y avait aucune preuve qui pouvait dire et prédire ce résultat. Ceci montre que pour Malcolm Gladwell, l'instinct ou l'intuition est un pouvoir extrêmement puissant, un pouvoir plus puissant que la science. Et il est capable de déduire des choses complexes en un instant. Alors ça ne veut pas dire que l'instinct est infaillible. Ça ne veut pas dire ça. Parfois, il y a des choses qu'on a, des instincts, des intuitions, et ça s'avère complètement faux, mais le pouvoir de l'instinct est énorme. Et la découverte de Malcolm Gladwell, c'est que ce pouvoir instinctif, on peut le travailler, on peut l'améliorer, on peut l'utiliser. Ainsi, par exemple, c'est l'expérience de Gottman. Gottman, c'est un psychologue, et il travaillait avec des couples, et il était capable de déterminer à 90% si le couple, oui ou non, allait se séparer. C'était en général des jeunes mariés. Il était là pour déterminer si le mariage allait s'effondrer ou non. Eh bien, il était capable de déterminer que le mariage allait s'effondrer. Dans 90% des cas. C'était très impressionnant. Et comment il le faisait? Il le faisait à partir d'une simple conversation qui durait 5 minutes. 5 minutes pour décider si un mariage de toute une vie allait tenir. Si un projet de toute une vie allait tenir. Et ça fonctionnait. Et on s'est dit, mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut, nous, on est capable de répliquer ça? En fait, ils sont allés vérifier. Les personnes lambda avaient accès à la même conversation avec simplement leur intuition. Et puis, dans 50% des cas, ils étaient capables de déterminer un bon résultat, c'est-à-dire une chance sur deux, c'est-à-dire pas plus que le hasard. Et en réalité, dès qu'on leur a donné les aiguilles, dès qu'on leur a donné les choses qu'il fallait regarder, tout d'un coup, les personnes lambda avaient des résultats de 80% justes. Ainsi, par exemple, si on leur disait
de regarder la qualité de mépris. En effet, quelqu'un qui est méprisant, et ça se sent assez rapidement, il te regarde de haut, il dit que ce que tu fais n'a aucun intérêt, aucun sens, te dénigre. Les caractéristiques du mépris qu'on est tous plus ou moins capables de déterminer. Eh bien, ce mépris, il est inhérent à un couple qui va se casser. Un couple où l'un des deux partenaires ne supporte pas l'autre, lui montre du dédain, du rejet. Eh bien, automatiquement, la personne va tendance à se séparer et le lien va se dissoudre. C'est pourquoi, dès qu'on leur a dit aux personnes de regarder plutôt les signes de mépris, regarder le mépris, c'est ça qui va faire que le couple va se détruire ou non. Et bien tout d'un coup, ils ont eu d'excellents résultats, 80%. Aussi le but, lorsqu'on veut prendre une décision, lorsqu'on fait des choix, ce n'est pas d'accumuler le plus d'informations, mais plutôt de saisir les bonnes informations. Malcolm Gladwell nous enjoint à nous faire confiance pour juger. On peut très bien juger malgré le fait d'avoir peu d'informations. Et en réalité, c'est même le fait d'avoir beaucoup d'informations qui nous contredit, qui nous ralentit. Ainsi, par exemple, Brian Granger, qui a été celui qui a embauché Tom Hanks. Tom Hanks, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de rejets. Eh bien, au moment où il a vu Tom Hanks, il ne le connaissait pas plus que ça, mais il savait après 5 minutes que c'était lui qu'il fallait engager et pas un autre. Et on connaît le succès de Tom Hanks et cette décision n'a pas été prise avec beaucoup d'informations, au contraire. Alors le problème évidemment de ça, c'est que même s'il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, ça ne veut pas dire qu'on sait comment est-ce qu'on a réussi à déterminer la bonne décision. Ainsi par exemple, Vic Braden, c'était un ancien joueur de tennis, et il était capable de déterminer à l'avance si le joueur de tennis allait faire une double faute ou pas. Et ça, c'est quelque chose quand même de très particulier parce que les doubles fautes, les joueurs professionnels en font très peu. En moyenne, ils font... Dans un match, un joueur professionnel fait 15 doubles fautes. Et il va servir plus de 200 fois. Et il était capable de déterminer justement quand est-ce qu'il allait faire une double faute, mais il était incapable de dire à quel moment et pourquoi est-ce qu'il avait réussi à prédire ce bon résultat. Et effectivement, à partir de ce moment-là, c'est ce qui fait qu'on a du mal à faire confiance à l'instinct. Parce que si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi notre solution, elle est bonne, mais que même si on a la bonne décision, ça va coincer. Notamment quand on va vouloir partager à quelqu'un. Si le raisonnement n'est pas complet, on va avoir du mal à lui faire confiance. Sauf si, évidemment, c'est un ami, ou etc. Mais ça va être plus difficile. Et même, pire encore, dès qu'on essaie de rationaliser, dès qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris telle ou telle décision, eh bien en général on se trompe. Ainsi par exemple, vous demandez aux joueurs de tennis eux-mêmes pourquoi est-ce qu'à ce moment-là tu n'as pas fait de double faute, eh bien en général ils vont vous répondre parce que je fais un mouvement du poignet. Et ça, on le sait si on a fait du tennis, on nous dit toujours qu'il faut faire un petit mouvement du poignet pour bien lifter la balle, pour que elle soit parfaite, elle ait un petit effet et qu'en plus elle aille bien dans le carré et pas... elle soit pas trop faible non plus. Voilà, en mettant bien sûr de la force dans le bras. Et on a regardé avec des caméras, des radios, est-ce que effectivement à la fin du geste du tennisman, le mouvement du poignet avait une influence, une incidence sur le mouvement et la trajectoire de la balle. Et en fait, il n'y avait absolument aucune influence. Le moment où le joueur fait ce petit mouvement de poignet, la balle est déjà partie très loin. Donc ça n'a aucune influence. Donc dès qu'on essaie de comprendre les mécanismes qui font que on blink ou de trouver de bonnes raisons pour nos arguments, eh bien on se trompe. C'est à la fois le mystère et la puissance de cette pensée inconsciente, de cette intuition. On n'a pas accès au raisonnement. Et dès qu'on n'a pas accès au raisonnement, eh bien ça crée au fond ce que Malcolm Gladwell appelle la dark side de la blink. C'est que les petits, les moins bons en général, eh bien ils sont jugés moins bons. Ainsi par exemple, comment expliquer qu'il y a des personnes qui sont incompétentes et qui sont à de hauts postes? Parce que on les juge exactement ailleurs que sur leurs compétences. Et qu'au moment de faire ce jugement intuitif, eh bien on se trompe sur nos raisonnements. Par exemple, c'était le cas du président Harding. Il était très grand. Et on estime en général que les personnes grandes sont capables de prendre des décisions de responsabilité. Or, ça n'a pas du tout été le cas de Harding. C'était un président qui a fait un très mauvais mandat, qui est resté simplement 1 an et qui est mort, je crois, ensuite. C'était un fiasco total. Il n'a pas su gérer du tout le pays et on lui avait attribué des qualités qu'il n'avait pas.
On a même parfois d'excellents résultats en se refusant de se baser sur notre intuition. Par exemple, Bob Colomb, qui était le meilleur vendeur de voitures, il vendait énormément de voitures, 20 par mois. Eh bien, à chaque fois s'il réussissait à vendre une voiture, c'est parce qu'il se refusait à juger un client. Justement, comme son jugement parfois, il pouvait être trompeur, il se refusait de juger et il se disait à cette personne, je peux lui vendre quoi qu'il arrive. Pourtant, on peut aiguiser nos jugements, c'est possible. Un exemple, c'est ceux qui improvisent au théâtre. Ceux qui improvisent au théâtre, ce sont des gens qui arrivent à avoir un jugement, une intuition très fine sur la suite de l'histoire, sur comment elle doit se passer. Et en réalité, ce sont des gens qui s'entraînent énormément pour avoir ces bonnes pensées et ces bonnes intuitions. Et comment les acteurs parviennent à utiliser cette spontanéité, cette intuition, qui n'est pas du tout une attitude hasardeuse, encore moins une attitude dangereuse, eh bien ils le font en acceptant les perches tendues. Ils disent oui à tout. Cette intuition demeure toutefois très fragile, surtout si on essaie de se concentrer, de réfléchir sur son intuition. Dès qu'on commence à réfléchir sur son intuition, on tombe dans dans ce que Schroeder appelle le verbal overshadowing. Dès qu'on essaie de mettre trop de mots sur notre intuition, eh bien, on fausse complètement le jugement et on fausse complètement la décision. Ainsi, par exemple, Stuart Hoskamp a fait un test avec des psychologues très très connus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il donnait une description de d'un enfant, et il devait à partir de ça déduire la personnalité de l'enfant. Les psychologues, quand ils avaient une description de 5 lignes, ils étaient capables à peu près de faire une bonne description de l'enfant. Et puis, on donnait ensuite 10 lignes, 15 lignes, 2 pages, 3 pages aux psychologues, et plus ils avaient d'informations, plus ils se disaient qu'il y avait de la précision, et en fait, le trop d'informations a masqué leurs décisions, et ils ont pris de moins bonnes décisions. Et ça passe également avec nous-mêmes. On a fait le test de confiture. Eh bien, le test de confiture, c'est le suivant. On a mis devant certaines personnes 26 confitures différentes. Et ils ont acheté dans 6% des cas une confiture. Alors qu'on a mis devant certaines personnes 6 confitures différentes, et bien dans 30% des cas, ils ont acheté des confitures. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une leçon pour les vendeurs. Hein. N'ayez pas trop de produits, ça ne sert à rien d'avoir un magasin avec trop de produits. En tout cas, trop de produits qui se ressemblent. On peut vendre une table, une confiture, des œufs, ça n'a rien à voir. Par contre, si vous commencez à vendre 53 confitures différentes, ça peut flouer le client. Eh bien, en fait, c'est parce que quand on a 6 confitures, on sera à peu près capable de définir laquelle parmi ces 6 confitures sera meilleure. Alors que dès qu'on a 26 confitures, il y a trop de choix possibles et donc du coup, on ne prend pas la bonne décision. Alors, comment on fait pour réussir à prendre une bonne décision rapidement? Une bonne décision doit prendre en compte le contexte. Malcolm Gladwell explique, il raconte l'histoire de Coca-Cola, comment ça se fait que quand ils ont sorti ce qu'on appelle le New Coke, et bien en fait, tout d'un coup, leur part de marché ont commencé à baisser. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont demandé, mais comment ça se fait que notre part de marché baisse vis-à-vis de Pepsi, alors que bon, voilà, bon, c'est pas forcément les produits sont un peu concurrentiels, mais c'est pas forcément le meilleur. Et ils ont dit le goût. On va se demander, mais est-ce que le goût est meilleur. Et ils ont fait un test de goût et ils se sont rendus compte que les consommateurs préféraient en général un peu Pepsi. Et ils se sont dit, bon bah écoutez, on va changer le goût, on va voir ce qui se passe. Et ils ont changé le goût, ils ont donné quelque chose d'un peu plus sucré. Et là, bon bah les consommateurs ont un peu plus apprécié Coca-Cola, mais malheureusement, malgré ça, les ventes ont commencé encore à chuter. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, ce qui se passait, c'est simplement que ils ont testé en fait le jugement des individus, leur blink, mais avec un certain nombre d'infos partielles qui, en réalité, ne prenaient pas en compte le contexte. Et le contexte d'un produit, c'est quoi? En fait, c'est son package. Son packaging, son enveloppe. Quand vous buvez du Pepsi, ça peut paraître un peu meilleur au goût parce que c'est un peu plus sucré que le Coca en général. Mais quand on fait un test comme ça, en fait, on le fait à l'aveugle et donc on voit pas du tout l'enveloppe, on voit pas du tout le produit. Et en réalité, cette enveloppe, ce produit-là, a une grande influence sur ce qu'on va goûter en réalité. Pour prendre un exemple qui va peut-être vous parler un peu plus, c'est à la fin, il prend l'exemple d'une Abby Conant, c'est une femme, avant, et au Philharmonique de München, se sont dit, on va faire des interviews, enfin des auditions à l'aveugle pour voir. Et elle est passée à l'aveugle, et en fait, elle était incroyablement douée, et les musiciens en blink, ils ont tout de suite vu qu'elle avait un truc en plus que les autres. Puis on a commencé à voir qui c'était, ils se sont dit, ah non, 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 on veut pas de toi. Et en fait, on l'a réécouté quand on la voyait, et en fait, tout le monde disait, non, 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 elle a pas assez de souffle.
sa prestation n'est pas assez bonne, etc. Et elle est allée faire des tests, hein, des personnes qui étaient des spécialistes des poumons, et en fait elle avait des poumons presque aussi bons que ceux d'un athlète. En fait elle avait absolument aucun problème. Le seul problème c'était que 99% des musiciens à l'époque étaient des hommes blancs, et elle était une femme américaine. Et ça a posé problème, parce que comme c'est une femme, ben, inconsciemment, elle ne pouvait pas faire aussi bien que les hommes. Ce qui fait que les jugements étaient altérés. Et on l'a fait réécouter, les mêmes personnes on l'a fait réécouter par à l'aveugle. Et en fait, ils se sont dit non, non, mais c'est incroyable, c'est elle qu'on veut. Enfin, elles s'en sont rendues compte que c'était elle. Et puis elles ont dit ah non, en fait, c'est bien toi. D'ailleurs, elle a porté plainte, procès, parce qu'on lui a refusé d'être le premier trombone. Je crois que c'était trombone ou je ne sais plus quoi, un instrument qui était généralement associé aux hommes. Et on leur a dit on leur a la seconde place tout le temps. Et elle a fait un procès, elle a gagné son procès. Tout ça pour dire que quand ils ont vu la personne, quand ils ont vu le musicien, et bien en fait ils ont eu d'autres idées en tête. Et en fait, on croirait que quand on écoute un instrument, une musique, on entend surtout la musique. En fait, on est très attentif également au visuel. Quand on regarde Pepsi, etc., le Coca, on est avant tout attentif à l'emballage en fait, et qui va inconsciemment nous conditionner le goût et la nourriture. C'est ce que disent les grands chefs. Un plat bien présenté conditionne la texture. Évidemment, ça ne joue pas tout, hein, mais ça influence beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que ensuite Coca-Cola, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un autre plan marketing qui se basait sur le marketing, le packaging, et ils ont fait Coca-Cola The Original Taste, qu'on connaît maintenant bien. Et l'Original Taste, il est un peu moins sucré, il a ce goût un peu plus, voilà, parce que justement c'est original, il a ce goût un peu plus brut, un peu plus mat en bouche qu'on croit avoir. Alors peut-être que c'est un peu vrai, et c'est comme ça qu'ils ont su regagner les parts de marché vis-à-vis de Pepsi. Il n'y a que, en fait, les experts qui sont capables de expliquer un blink jugement, parce que eux, justement, comme ils sont experts, ils sont capables de mettre des mots sur le processus inconscient de goût, par exemple, des goûteurs professionnels qui sont capables, eux, de dire si la confiture a été, elle date de quand, avec quel type de fruit elle a été utilisée, sa texture, etc. Et en fait, ça, dès qu'ils goûtent, ils ont une idée, et ils corroborent l'idée de manière scientifique et très explicite. Et en fait, nous, on est incapable de faire ça quand on n'est pas des experts de quelque chose. Par exemple, le fait que d'associer juste avant une épreuve, ils avaient fait une étude psychologique, Blink, que Malcolm Gladwell raconte dans le livre. Ils avaient fait une épreuve où ils disaient juste avant you're black, you're black. Et juste avant une épreuve, et tu sais que les journaux, les personnes black ne réussissent pas. Et juste avant une épreuve, et ils ont fait la même chose avec des blancs, mais en leur disant tu es blanc, bah tu vas réussir. Bah, en général, leur épreuve a fait en sorte, leur épreuve a été décisive, et les gens de couleur noire ont moins de bons résultats, alors que les gens de couleur blanc ont réussi haut la main à l'épreuve. Et à la fin, on leur demande mais alors qu'est-ce que tu penses qui a influencé ton examen? Et en fait, la personne noire disait en fait non, non, mais je suis juste pas assez bon, c'est tout. Et la personne blanche dit non, non, parce que je suis bon. Mais en fait, et tu penses pas que ce que je t'ai dit a influencé? Non, 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 pas du tout. Alors que, en fait, en réalité, si, ça a beaucoup influencé. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'amorçage. L'introspection détruit nos réactions blink spontanées. Une autre chose qui peut faire quand on blink, enfin qu'on ne blink pas bien, qu'on fait un mauvais jugement blink, donc rapidement, c'est qu'on est dans un état de stress. Hein, ce qui s'est passé avec les policiers qui ont tué Amadou Diallo, ils étaient dans un état de stress, et en fait dans un état de stress, nos jugements, le blink, toutes les informations inconscientes, toutes les données inconscientes sont réduites au leur minimum, et on ne voit que les clichés, que les choses difficiles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bavures policières en réalité, c'est parce que les policiers sont dans un état de stress, et ils sont obligés de répondre très très vite avec leurs clichés, et leurs clichés c'est qu'en général on les associe les personnes noires aux personnes qui sont capables de commettre des crimes, etc. C'est d'ailleurs pour ça que dans la police américaine, vous voyez maintenant que ils sont un dans la voiture. Et en fait on se dit mais pourquoi ils sont un dans la voiture? C'est dangereux d'être un dans la voiture. Mais en fait, quand ils sont un dans la voiture, ils prennent beaucoup moins de risques. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont un dans la voiture, en fait, ils vont avoir une approche beaucoup plus rationnelle, en mode on va réfléchir un peu plus, etc. On va pas y aller dans le feu de l'action comme ça. Alors que pour Amadou Diallo, ou pour quand ils prennent des situations de stress, ils sont deux. Et quand on est deux, on va agir beaucoup plus vite puisque on est prêt, on a quelqu'un, donc on sait qu'on peut agir, etc. Alors que quand on est un, on va prendre beaucoup plus le temps d'agir. La leçon finale de Blink de Malcolm Gladwell, c'est que il ne faut pas confondre compréhension et information. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'informations que vous allez avoir une bonne compréhension de la situation. Et inversement, c'est pas parce que vous avez c'est pas parce que vous avez une mauvaise compréhension de l'information que vous n'avez pas beaucoup d'informations. Et c'est pas parce que vous avez peu d'informations que vous n'allez pas avoir une bonne compréhension. Hein, les informations peuvent être traitées de manière inconsciente dans le cerveau. Quand blink et quand think, quand prendre une décision rationnelle et mûrie, quand prendre une décision rapide, eh bien, a priori, selon Malcolm Gladwell, il faut prendre des décisions en réfléchissant quand les décisions sont sans importance. Quand les décisions sont sans importance, c'est-à-dire, je sais pas moi, quel bonbon que tu vas acheter, etc., bon, bah ça, bah, tu peux le prendre en réfléchissant parce que là, tu vas avoir un certain nombre de données que tu connais pas et donc ça peut être intéressant d'analyser. Par contre,
quand les décisions sont importantes, quand tu es en état de guerre, quand tu vas faire la guerre, quand tu vas te marier avec quelqu'un, quand tu vas faire du speed dating, quand tu vas voilà, prendre les décisions importantes de ta vie, je sais pas moi, aller dans cette université, ne pas aller dans cette université, il vaut mieux blink parce que en général le cerveau a déjà programmé une réponse qui est en général assez bonne, et si tu la rationalises en fait tu risques de détruire cette bonne impression. D'ailleurs ce qui se passe par exemple dans les speed dating, pourquoi il y a autant de speed dating, c'est parce qu'en fait en blink on est capable de voir si la personne va nous convenir ou pas assez rapidement si on ne rationalise pas derrière, bien évidemment, parce que c'est le fait de rationaliser derrière qui détruit notre blink. Évidemment, bien sûr, tout ça a besoin d'un contexte, on ne blink pas comme ça par hasard, il faut un contexte de blink, hein. Plus on est expert, plus on sait, plus on peut blinker, mais on peut aussi être expert sans le savoir, on peut blinker, on peut faire des bons blinks sans le savoir, face à un médecin, on peut faire des bons blinks avec un médecin, en fait, des fois, il y a des personnes qui mettent en procès, et en fait, en réalité, c'est pas forcément les médecins qui font le plus d'erreurs qui sont mis en procès, c'est les médecins avec qui les patients ont eu un mauvais rapport. Et ça se sent rapidement. En fait, le patient est capable de voir tout de suite si le médecin est à l'écoute de lui, ou au contraire si le médecin n'est pas à l'écoute de lui. Ça, vous pouvez rapidement le savoir. Le savoir de manière blink, bien sûr, parce que dès que vous allez rationaliser derrière, dès que vous allez dire mais pourquoi est-ce que ce médecin machin, là vous pouvez faire une erreur si vous n'êtes pas spécialiste. Voilà, c'est ce que dit Malcolm Gladwell. Mon avis perso sur le livre, les 100 premières pages étaient vraiment incroyables. J'étais vraiment voilà, c'était que voilà, en fait, nos jugements intuitifs, notre intuition est très puissante, elle est capable de prendre d'excellentes décisions mieux que les décisions rationnelles. Bah ça, c'est vraiment génial de savoir ça. Même dans des choses où nous on croit qu'on est nul, en fait, c'est tout à fait possible. Comme par exemple, je vous donnais l'exemple du médecin. Et dès qu'on sait où regarder aussi, dès qu'on sait où mettre l'accent, bah en fait, on est capable de prendre de bonnes décisions. Donc ça, c'était vraiment, je pense que c'est le plus important, de Blink, c'est ça qu'il faut retenir. Le reste, il faut dire que ce livre, c'est même pas un livre de sociologie, c'est presque même pas un livre d'idées. En fait, honnêtement, pour moi, ce livre, c'est un livre de fiction. C'est en fait un recueil de nouvelles. Parce qu'en fait, si vous lisez, quand vous lirez le livre, si vous le lisez, il arrive et en fait, il passe son temps à chaque chapitre à faire des histoires, à raconter et en fait à romancer une situation réelle dans laquelle il tire des leçons vis-à-vis de Blink, vis-à-vis de comment est-ce que les personnes blink dans telle ou telle situation, pourquoi elles blink. Par exemple, je vous ai raconté plein d'histoires, les acteurs de théâtre, les médecins, dans la confiture, les goûteurs, le mec avec la statue, et en fait il fait ça à chaque début de chapitre, il romance et ensuite à la fin du chapitre seulement, il dit un truc vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer vis-à-vis de cette expérience. Mais honnêtement, au début c'est marrant, c'est hyper ludique, mais à la fin, mais c'est tellement lourd. Et puis à un moment donné, surtout dans la deuxième partie du livre, il raconte plein d'histoires et en fait, il en déduit rien. Je pense qu'il aurait pu être écrit en 100 pages avec 100 pages sèches, puissantes, avec des idées bien affirmées, de l'storytelling parce que c'est intéressant, parce que c'est pertinent, mais beaucoup moins de storytelling, plus d'idées, plus de pêche. Il pourrait analyser encore plus ce phénomène de Blink à mon sens, qui aurait pu être analysé plus en profondeur.